Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission sur Bismart for Change. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Investir responsable, notre rendez-vous dédié à l'investissement responsable, durable ou à impact. Et en l'occurrence, nous aurons le plaisir de revisionner une interview de Charline Mellet, directrice ESG et climat pour l'Europe francophone, pour l'équipe consultant Sustainalytics de Morningstar, qui était au micro de Nicolas Pagnès il y a quelques temps sur Bismart for Change et qui nous expliquait pourquoi de moins en moins de fonds ESG sont lancés en 2024. Dans le cadre d'une succession, si on ne peut pas déshériter totalement un enfant puisque c'est interdit par la loi, on va se demander jusqu'où on peut favoriser un enfant au détriment d'un autre dans le cadre d'une succession avec plusieurs enfants donc, et on va se demander par quel mécanisme on peut faire ça avec Nathalie Couzigoussias, notaire à Paris, et Laure Varastet, ingénieur patrimonial chez Odo BHF. Enfin, dans l'œil de l'expert, Clément Blériot, le fondateur de 1909 Gestion Privée, nous expliquera s'il est intéressant de conserver son PER à la retraite et dans quelles conditions. Bienvenue à tous qui nous regardez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et dans Investir responsable, je vous propose de regarder une rediffusion de l'interview de Charline Mellet, directrice ESG et climat pour l'Europe francophone, équipe consultant Sustainalytics de Morningstar. Charline Mellet nous expliquait pourquoi on lance de moins en moins de fonds ESG en 2024. Regardez. Oui, c'est vrai que cette année, c'est une baisse significative qui était amorcée effectivement déjà en 2023. Et ce qu'on constate finalement, on observe qu'on est plutôt sur un retour à la normale, sur la création de fonds durables, après 3 années de très forte croissance où quasiment toutes les sociétés de gestion se sont empressées de lancer des fonds durables ou de convertir leur gamme existante en fonds durables. Et surtout, 2020 a marqué vraiment cette dynamique. Bien sûr. Oui. Et on peut identifier, je dirais, 2 grosses thématiques. Pourquoi il y a eu cet engouement à la création de fonds durables entre 2020 et, je dirais, jusqu'à 2022. Déjà, pendant la crise du Covid, les valeurs qui étaient massivement représentées dans les fonds durables ont eu tendance à mieux résister à la crise de 2020. Et puis, 2020, c'est aussi l'entrée en vigueur de la réglementation européenne SFDR qui impose aux gestionnaires d'actifs de fournir davantage d'informations sur les risques et les impacts ESG de leurs fonds durables distribués en Europe. Donc, il y a eu cet empressement et peut-être aussi une petite panique chez les gérants d'actifs de se dire, si on n'est pas à minima il faut durable, y aller, quoi. Oui. On ne va plus être référencé, on ne va plus être distribué. Donc, il y a eu un empressement. Mais on se souvient, au sortir effectivement de la crise Covid, quand les marchés financiers ont recommencé ont commencé à reprendre leurs esprits, effectivement, la thématique ESG était très, très, très souvent là. D'ailleurs, beaucoup d'experts disaient que ça n'est pas une thématique, c'est une lame de fond. Donc, il y a eu beaucoup de fonds qui ont été lancés par les différentes maisons. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vient expliquer que la tendance diminue? C'est un retour à la normale, une peur de la réglementation aussi? Peut-être qu'on les lance avec un petit peu plus de préparation qu'il y a quelques années? Oui, je pense qu'il y a un côté moins opportuniste. D'accord. Et plus tactique et stratégique. Il y a une rationalisation des gammes aussi. La réglementation, elle était nécessaire. Elle a insufflé cette dynamique. Maintenant, elle n'était pas tout le temps claire. On a eu aussi un phénomène de reclassement de fonds qui s'était dit bien sûr, entre article 9 et article 8, bien sûr, oui. Très intégrés et puis finalement qui ont un peu rétropédalé. Et finalement, le message, il est aussi difficile pour l'épargnant final à décoder. Bien sûr, oui, complètement. Dans quoi on investit. Un article 8, un article 9, puis finalement on retrouve des valeurs sur lesquelles on n'est pas forcément à l'aise. Donc aujourd'hui, la réglementation, elle était encore une fois nécessaire, il faut l'améliorer et on est vraiment dans cette dynamique-là. Au niveau européen, aujourd'hui, on s'attend à une révision assez profonde de la réglementation. Donc il y a cet attentisme aussi des sociétés de gestion d'attendre un petit peu les directives et
la réglementation attendue va être beaucoup plus prescriptive qu'elle n'était en 2020. Donc les gérants doivent aussi s'accorder à voir si ça correspond à leur stratégie d'investissement qu'ils ont mis en place. Si on pose la question autrement, il y a effectivement eu ces requalifications article 8, article 9 en article 8. Il y a eu plus récemment la nouvelle version du label ISR. Il y a cette attente de réglementation. Est-ce qu'on voit moins de fonds lancés parce qu'il y a cette idée quand même que ça devient de plus en plus restrictif, entre guillemets, un fonds ESG, ou c'est vraiment parce qu'on ne sait pas complètement dans quoi on s'engage lorsqu'on crée un fonds ESG, parce que les règles ne sont pas encore tout à fait claires au niveau européen? Je pense déjà deux choses. L'offre, elle est déjà très dense. Donc, il y a aussi cette volonté des gérants d'un peu rationaliser, encore une fois, donner des messages clairs et des choix d'investissement un peu plus fléchés. Bien sûr. Et si on dézoome un petit peu, au-delà des fonds durables, les fonds conventionnels, la création de fonds conventionnels a baissé aussi. D'accord, donc, c'est un phénomène un peu plus large. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en Europe, dans les fonds qui ont été créés cette année, plus de la moitié sont des fonds durables. Donc, dans nos marchés, on a une offre de fonds durables qui est réellement structurelle dans le paysage des fonds d'investissement. Et ça, c'est pas le cas ailleurs, dans d'autres zones géographiques? Alors, aux États-Unis, un peu moins. Il y a eu une prise de parti politique oui, bien sûr, oui. sur les fonds durables et sur l'ESG, donc la tendance n'est pas la même. Mais en Europe, la réglementation a eu ce mérite d'instaurer l'offre durable, ESG, de façon structurelle dans le paysage des fonds. Et ça, c'est important parce que derrière les fonds durables, c'est des entreprises qui portent des projets qui sont nécessaires pour des causes environnementales, sociales, sociétales. Il faut aussi leur laisser un temps long de mener leurs projets. Donc, si on veut générer les impacts qui sont promis dans les fonds ESG, il faut aussi que l'offre soit pas trop volatile. Et alors, justement, ce temps long, est-ce qu'il est compris maintenant côté investisseurs particuliers? Est-ce qu'en termes de flux, est-ce qu'en termes d'appétence pour les fonds ESG, on constate une fidélité ou une défiance ou en tout cas un questionnement de la part des investisseurs particuliers? C'est clairement un sujet qui suscite l'intérêt. Il faut aller le chercher. D'accord. L'épargnant aujourd'hui... Alors, il y a plein de facteurs. L'ESG, c'est pas facile d'identifier une tendance unique parce que c'est très large. Et les sujets sous-jacents sont aussi très très denses, beaucoup plus que des critères ou des indicateurs financiers plus traditionnels. Néanmoins, quand on porte le sujet, quand le conseiller porte le sujet, il est toujours facteur d'intérêt. Et donc après, il faut aussi créer un petit peu de pédagogie, mais l'histoire derrière l'investissement est quand même important. C'est ce qu'on note auprès de l'épargnant. Et donc, les flux, là, on note effectivement, autant le premier trimestre, on avait encore une décollecte sur les fonds durables. D'accord. Et là, sur le deuxième trimestre, on est de nouveau sur une collecte positive. Aussi, ce sont des grandes valeurs, souvent, qui sont représentées dans les fonds ESG, qui parlent aux épargnants, dans lesquels ils ont une certaine confiance. Donc, sur nos marchés, encore une fois, européens, pour diverses raisons, mais la thématique de l'ESG, que ce soit pour des questions environnementales ou plus de santé, d'accès à l'éducation ou autre, il y a toujours des thématiques qui sont intéressantes pour l'épargnant. Si je reviens sur ce que vous nous disiez, donc effectivement moins de fonds ESG lancés, mais moins de fonds lancés au global, on revient sur des niveaux finalement avant effectivement cet engouement qu'on a pu connaître en 2020. Rien d'inquiétant donc sur le fait que le nombre de fonds ESG lancés diminue, ou ça montre pas un désintérêt vis-à-vis que ce soit côté investisseur particulier ou côté professionnel de l'investissement. C'est un retour à la normale quelque part. Exactement, une normalisation et vraiment l'insertion de ce type de produit d'investissement dans un paysage, une offre d'investissement proposée en France et en Europe. Ça, c'est certain. La réglementation est bien ancrée et comme je disais un petit peu plus tôt, elle est aussi prescriptive, donc elle oblige à la fois les gestionnaires d'actifs d'intégrer ces critères, de le démontrer, de montrer une progressivité dans le temps, mais il y a aussi l'accompagnement auprès de l'épargnant final avec des questionnaires, etc. Donc, il faut amener le sujet auprès de l'épargnant. Donc, voilà, pour moi, et Morningstar le note vraiment comme ça, c'est un retour à la normale, mais finalement,
pour insérer cette typologie de produit comme corps dans une offre et puis quelque chose de nouveau, d'exceptionnel, comme il y a encore 3 ou 4 ans. Voilà, c'était Charline Mellet dans Smart Patrimoine il y a quelques semaines au micro de Nicolas Pagnès. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Si déshériter totalement un enfant est interdit par la loi, on peut peut-être faire en sorte de favoriser un des enfants au détriment d'un autre dans le cadre donc d'une succession avec plusieurs enfants et grâce certainement à des mécanismes qu'on va développer avec Nathalie Cousy-Goussuas, notaire à Paris. Bonjour. Bonjour à tous. Et avec Laure Varasté, ingénieure patrimoniale chez Odo BHF. Bonjour. Alors, donc comme je le disais, il est impossible dans les faits de déshériter un enfant, mais est-ce qu'on peut en privilégier un par rapport à un autre, Laure Varasté? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Code civil nous donne des règles, nous fiche des règles. Et dans ce Code civil, on va parler de ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Donc, en ce sens, certains héritiers, comme les enfants, les descendants, entre autres, parce qu'on va souvent parler d'eux, ces héritiers directs, eux, sont réservataires. Donc, pour eux, ils ont une quote-part qui, comme le nom l'indique, leur est réservée, quoi qu'il arrive. C'est obligatoire, on ne peut pas du tout... En revanche, on a une quotité disponible. Réserve héréditaire, quotité disponible. Alors, et ce patrimoine-là, on va pouvoir, en fait, non pas jouer avec, mais déterminer qui pourrait en être le récipiendaire. On pourrait l'ajuster un petit peu comme on veut. Nathalie Cousy-Goussuas, est-ce que vous êtes d'accord avec... Bien sûr, en fait, c'est le Code civil qui détermine le nombre de parts. Il ne faut pas comprendre, ce n'est pas une fraction des biens, c'est un pourcentage du patrimoine. Et pour cela, on regarde aussi toutes les donations, ou ce qu'on appelle les libéralités, donations à des étrangers ou aux enfants, qui ont été faites le long de la vie par la personne, en fait. Et au décès, on reconstitue, en fait, ce patrimoine, fictivement, en réintégrant au bien qu'il a laissé, cette personne de son vivant, toutes les donations qui ont été faites. Et sur cette masse, on calcule, comme dit Laure, ce qui est quotité disponible, la part que l'on peut donner à qui l'on souhaite, par exemple, ou même tiers ou association, et la part réservataire. Donc, chère Pauline, des enfants ont déjà pu, du vivant de leurs parents, recevoir leur part réservataire. Donc, ils n'ont pas un droit acquis automatiquement à ce qu'il reste. Au moment de la succession. Et bien sûr. Et puis attention, ne nous l'aurons pas. Une personne a le droit de faire ce qu'elle veut de ses biens, comme on dit en droit, à titre onéreux. C'est-à-dire qu'elle a le droit de tout vendre si elle veut. C'est uniquement les actes dits à titre gratuit, c'est-à-dire les donations ou les legs par testament, qui vont constituer cette masse sur laquelle va se calculer la fraction de part de réserve et de quotité disponible. Vous avez un enfant, votre quotité disponible, eh bien, elle correspond à la moitié de vos biens. Par exemple, si on a 2 enfants, c'est un tiers. Vous avez 3 enfants ou plus, vous voyez, c'est un peu plus restreint, c'est un quart. Et ne croyez pas que c'est une spécificité française. La plupart des pays, sauf nos chers pays anglo-saxons, connaissent un droit à réserve. D'accord. Est-ce que, donc on a rappelé les 2 mécanismes, donc quotité disponible et réserve héréditaire. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce que on peut faire une donation du vivant, par exemple, Laure Varasté, pour avantager un enfant sans que ce soit compté comme une avance sur l'héritage, par exemple ? Alors, souvent, quand on essaye d'avantager, si je puis dire, un enfant, c'est effectivement plutôt des donations que l'on va considérer comme étant hors part successorale. Donc, on va le faire en avance et on peut le faire à un seul enfant si on a plusieurs enfants. Ça permet effectivement de les avantager tout au moins au cours de leur vie et on n'est pas obligé du coup de donner la même chose à tous ces enfants. En revanche, c'est vrai qu'on fera le compte à terme cette part pour aller vérifier. Et elle sera déduite, la part Il faudra réégaliser les choses. Et ça dépend, Pauline, parce qu'en fait, il y a 2 façons de faire une donation à ses enfants de son vivant. Soit une donation en avance, voilà, je te donne. Oui, voilà, c'est ça. Que je t'ai donné, tu en seras comptable vis-à-vis de tes frères et sœurs, d'une part. Donc ça, c'est la donation en avance de part. Et la donation hors part, qui est vraiment particulière, c'est-à-dire qu'on dit « je te donne », et ça, tu n'en seras pas comptable ou le moins possible vis-à-vis de tes frères et sœurs, c'est-à-dire ça sera sur ta quotité disponible, c'est-à-dire que ça mangera la quotité disponible, et ce qui restera à mon décès, si la quotité disponible n'a pas été éclatée, eh ben, ça se partagera à égalité avec tes frères et sœurs. Donc ce faisant, on avantage.
mais méfiance, parce que si vous donnez un bien immobilier à un seul de vos enfants, eh ben vous vous aliénez, vous mettez pieds et poings liés, parce que ce bien immobilier, comme les enfants ont un droit à leur réserve qui se calculera au décès, comme dit Laure, eh ben ils ne pourront pas le vendre sans l'accord des enfants qui n'ont pas été gratifiés. Ah, il faut forcément l'accord. Il faut l'accord de tous. Donc vous vous doutez bien, Pauline, qu'un enfant déjà qui ne savait pas que ses parents avaient donné, parce que le notaire n'a pas le droit de le dire, c'est du secret professionnel, qui apprend qu'il y a 10 ans ou 15 ans, ses parents ont donné à leur frère et qu'aujourd'hui celui-ci veut le vendre, vous pensez bien que cet enfant, il va sûrement renacler à donner son consentement pour vendre le bien. Donc il faut être vigilant pour faire de tels montages. L'idéal, c'est de faire des donations-partage, même si à l'occasion d'une donation-partage, l'un des enfants peut être vraiment très avantagé, avec des mécanismes de renonciation anticipée à l'action-réduction. Donc, pour rappel, Laure Varastet, la donation-partage... C'est ça, en fait, on va mettre à égalité, civilement parlant, tous les enfants, et de façon à pouvoir figer les règles qui seront celles à la succession. Et les règles qui se appliqueront seront celles au jour de la donation. Ce qui veut dire que tous les enfants sont présents et acceptent ce qui leur est transmis. Et si c'est inégalitaire en termes de montant ou de lot, en fait, comme tout le monde accepte, il y aura quelque part adhésion de l'ensemble des enfants. Et on peut y ajouter un autre mécanisme, justement, quand on avantage un peu trop, on va dire, un enfant par rapport à un autre, c'est justement que les autres enfants acceptent de renoncer justement à ce qu'on appelle l'action en réduction, mais donc de contester en réalité ce qui aura été fait aujourd'hui. Ce qui permet à la fois d'avantager un enfant qui pourrait en avoir besoin. C'est souvent mis en œuvre, par exemple, pour un enfant handicapé ou qui a besoin justement d'être entouré, et ce tout au long de sa vie, y compris quand ses parents ne seront plus là. Et donc les frères et sœurs adhèrent, acceptent et donc renoncent au fait de pouvoir récupérer, entre guillemets, ce qui aurait avantagé leur frère ou leur sœur. Donc là, les autres frères et sœurs sont d'accord. Exactement, oui. Et c'est un moyen aussi pour avantager du coup un enfant qui en aurait plus besoin. Exactement. Du point de vue de la famille. Exactement. Dans le cadre... donc là, on a parlé des donations. Je vous propose qu'on parle de l'assurance vie, qui a donc sa clause bénéficiaire. Est-ce que, Laure Varastet, c'est un bon moyen d'avantager un enfant si on met un seul, par exemple, on est 4 enfants, on en met un seul des 4 en bénéficiaire de la clause de l'assurance vie. Est-ce que ça fonctionne ? Alors, ça fonctionne dans certaines limites. C'est toujours pareil. Hein, c'est jamais du tout oui ou du tout non. Oui, ça fonctionne dans le sens où dès lors que les sommes auront été versées avant 70 ans, ça ne rentrera pas dans l'actif successoral. Donc, ça sera vraiment mis en dehors, on dit, de la succession, avec ses règles de fonctionnement. En revanche, il y a toujours un petit garde-fou, qui est la notion de prime manifestement exagérée. C'est-à-dire, je mets tout en assurance vie et un seul de mes héritiers bénéficiaires, ou un tiers d'ailleurs, ça peut très bien être une autre personne, c'est possible, mais dans les faits, il peut y avoir contestation en fait de ce mécanisme-là. Donc il faudra toujours faire attention à cela. Et si effectivement ça vise un seul des enfants, on peut peut-être aussi s'assurer que ce ne soit pas aussi considéré comme étant une donation indirecte. Enfin bon, il y a des règles à respecter, sachant qu'en assurance vie, on va toujours regarder la situation au moment du versement. Donc, si c'est fait de façon régulière au fur et à mesure d'une vie d'épargne, c'est plus compliqué de contester le fait qu'il y ait un seul ou plusieurs héritiers, enfin bénéficiaires, plus héritiers, mais au contraire bénéficiaires du contrat d'assurance vie. Nathalie Cousy-Goussuaz, vous êtes d'accord avec oui, justement, cette clause ? Pauline, il y a 2 articles du Code des assurances, L132-12 et L132-13, qui rappellent que justement toutes les règles que l'on vient d'évoquer, toutes les 3, ne s'appliquent pas aux primes versées, sauf si elles sont manifestement exagérées, eu égard aux facultés du souscripteur, et ne s'appliquent pas non plus à la rente ou au capital. Donc concrètement, effectivement, vous pouvez désigner qui vous voulez, un enfant, une association, un ami, et par principe, c'est exclu de la succession. Sur le plan civil, fiscalement, c'est autre chose, selon que les primes ont été versées avant ou après 70 ans. Mais l'expérience montre que ça crée beaucoup de litiges entre les héritiers et beaucoup de non-dits, parce que par définition, l'assureur ne le dit pas au notaire, ne le dit pas aux autres héritiers, parce que ça participe du secret professionnel, mais certains héritiers sans doute ou se disent « mais je suis sûr que mon père ou ma mère avait une assurance vie et que c'est mon frère qui a perçu ». Dans ce cas-là, il y a
souvent des conflits qui vont jusqu'aux tribunaux judiciaires, D'accord. justement, pour déjà connaître le montant, parce Ah que oui. pour savoir si la prime n'est pas manifestement exagérée, il faut-il encore connaître le montant. Bien sûr. Donc dans ce cas-là, les héritiers vont aller rechercher les versements qui ont été faits au fil du temps et solliciter du juge que l'assureur mentionne l'identité du bénéficiaire et le montant des primes versées. Et par exemple, dans le cas d'une assurance vie, à quel moment on peut dire que c'est une donation déguisée du coup ? Alors, ce n'est pas une donation déguisée, c'est qu'elle sera ou non rapportable ou réductible, c'est tout. Ah oui. C'est pas déguisé. Une donation déguisée, c'est quand on fait passer un acte juridique pour autre chose que ce qu'il est. Ah oui. Par exemple, je veux avantager mon enfant, je vais lui vendre un bien à bas coût. Ça, c'est une donation déguisée. En fait, puisque en réalité, je l'ai avantagé de par le faible. C'est ça, en fait. C'est D'accord. quand on utilise un véhicule juridique qui n'est pas approprié pour lui faire passer, pour qu'il ait d'autres conséquences. Laure Varasté, vous êtes d'accord avec cette idée de Oui. donation déguisée ? J'avoue que je ne peux pas contester dans le sens où c'est vrai qu'on essaye vraiment toujours, nous, d'alerter, d'être raisonnable, entre guillemets, sur la façon dont on veut organiser les choses. Il y a quand même beaucoup de mécanismes pour pouvoir justement s'organiser de son vivant et transmettre à ses enfants de façon, alors, je redis organisée, mais dans le sens où que chacun adhère et soit d'accord et qu'il n'y ait pas de conflits en fait, familiaux. C'est vraiment ça qui permet aussi de faire en sorte qu'une transmission se passe bien. Et pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec Laure sur ce que dit Laure. Il faut être très vigilant parce que combien les notaires de France sont soit des gens qui sont en colère contre l'un ou l'autre de leurs enfants, qui les voient moins, il faut, à mon avis, c'est très violent d'être déshérité ou d'être privé d'une grosse partie. Oui. Et souvent, ça va au-delà de l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'ampleur de la succession. Parfois, on me dit, mais si ça aurait été mieux si mes parents n'avaient pas eu d'argent, ce serait battu. C'est faux. Vraiment, la succession, c'est plus le baromètre d'une famille. Vous avez des successions qui sont très conséquentes, qui se passent très bien, d'autres qui sont beaucoup plus modestes et qui se passent mal. Donc, il y a beaucoup d'aspects affectifs. Les sociologues des successions le savent bien. Et donc, il faut être très vigilant. L'intérêt du testament, à la limite, moi, je dis souvent à mes clients, essayez d'expliquer pour amortir le choc. Et puis un testament, vous pouvez toujours revenir dessus. Vous pouvez vous brouiller avec l'un de vos enfants. Moi, c'est ce que je dis parfois à une mère de famille. Je dis peut-être que dans 5-6 ans, vous allez revenir me voir. Et puis le testament, vous l'annulerez. Un testament, c'est toujours révocable jusqu'à son décès, pour autant qu'on ait bien sûr ses facultés mentales. Donc, de même que la clause bénéficiaire de l'assurance vie, si elle n'a pas été acceptée par le bénéficiaire, il y a peu de risques qu'elle soit acceptée, sauf mécanisme particulier, on peut changer le bénéficiaire. Donc parfois, alors qu'une donation, elle est irrévocable. Bien sûr. Donc tout au long de la vie, il y a des maturations à faire, chère Pauline. Eh bien, on finira là-dessus. Merci beaucoup Nathalie Couzigou-Suaz, vous êtes notaire à Paris. Et merci Laure Varasté, vous êtes ingénieure patrimoniale chez Odo BHF. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et c'est parti pour l'œil de l'expert. Je suis ravie de recevoir Clément Blériot, fondateur et gérant chez 1909 Gestion Privée. Bonjour Clément. Bonjour Pauline. Alors aujourd'hui, une grande question va nous animer. Est-ce qu'il y a un intérêt à conserver son PER quand on est à la retraite ? C'est une excellente question. Effectivement, le PER, plan d'épargne retraite, est fait pour préparer sa retraite. Et donc normalement à la retraite, on se dit qu'on doit solder le contrat pour récupérer effectivement le capital ou la rente. Je voudrais juste revenir un petit peu sur l'historique du plan d'épargne retraite. Il va fêter ses 5 ans. Tout à fait, en octobre. Exactement, bravo. Et il a été fait pour harmoniser tous les plans retraite qui existaient. Loi Madelin, Préfonds, plan d'épargne retraite populaire. Et l'objectif, effectivement, c'était d'améliorer les plans déjà existants. Il les a améliorés de différentes manières. Déjà, il a permis une sortie en capital à 100%. Là où le maximum était de 20%. Et puis, il a permis aussi de mieux protéger les bénéficiaires. Je vais y revenir. Donc, 5 ans d'existence, et aujourd'hui, on a eu le temps de l'étudier, nous, experts et conseillers en gestion de patrimoine, et on a su lui trouver plusieurs facettes, dont la facette protection du conjoint. D'accord. Et donc, arrivé à la retraite, on peut s'interroger sur le fait de le conserver. Il y a des critères, je dirais, de base à respecter. Déjà, il faut être dans une tranche marginale d'imposition à 30% au minimum pour que ce soit intéressant. Il faut être marié,
D'accord. Voilà. Et il ne faut pas avoir forcément un besoin de complément de revenu. Voilà. Si ces 3 conditions sont respectées, il ne faut pas s'en empêcher. Il faut continuer à alimenter son plan d'épargne retraite, puisque cette nouvelle mouture, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas d'obligation de versement. Et donc, on fait vraiment ce qu'on veut. Et quand vous dites qu'il faut être marié, on peut revenir sur le pourquoi il faut être marié pour garder son PER? Bien sûr, le but, c'est de pouvoir protéger le conjoint survivant. D'accord. C'est-à-dire qu'au premier décès, le conjoint survivant va pouvoir récupérer le capital plus les intérêts sans fiscalité aucune du plan d'épargne retraite du décédé. D'accord. Et il va pouvoir aussi, si lui est souscripteur d'un contrat, récupérer son capital, puisque c'est une des clauses stipulées sur le contrat. Donc ça permet au conjoint survivant de récupérer une somme et de pouvoir en profiter pour vivre, payer les obsèques et puis continuer de vivre. Donc ça, effectivement, c'est important de le souligner. Il n'est pas obligé de racheter son contrat aussi, le conjoint survivant. Il aura ce choix, en tout cas. D'accord. Donc, on peut toujours bénéficier de la déduction à la retraite. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté son activité qu'on ne peut plus déduire sur son plan d'épargne retraite. Et ça, je pense que c'est important de le souligner. Bien sûr, les pensions ne sont plus considérées comme des revenus d'activité. En revanche, on a toujours la possibilité de déduire 10% du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédente. Et par exemple, pour cette année, on peut verser 4 399 € par personne composant le foyer. D'accord ? Donc ça fait quand même une marge. Et on peut toujours revenir sur les 3 dernières années. Donc ça permet de pouvoir épargner, de pouvoir avoir une petite carotte fiscale et de pouvoir protéger le conjoint survivant. Puisque c'est vraiment un cadeau fiscal. Il ne faut pas trop le dire, il ne faut pas que le Bercy ou le fisc s'en approche, mais le conjoint survivant récupère vraiment le capital, donc sans droit de succession, effectivement, puisque ça c'est déjà prévu par la loi, mais sans prélèvements sociaux et sans fiscalité sur les gains. D'accord. Donc c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. Donc l'intérêt, voilà, c'est peut-être de transférer ces anciens contrats vers un plan d'épargne retraite, si les gens sont titulaires d'un plan d'épargne retraite populaire, par exemple, ou d'une loi Madelin, pour pouvoir bénéficier des avantages de ce nouveau contrat. D'accord. Voilà. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup Clément Blériot. Vous êtes fondateur et gérant de 1909 Gestion Privée. Merci à vous Pauline. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Be Smart for Change. À bientôt.